Bonjour, bienvenue à la Maison de Radio France pour le Festival Média en scène. Vous êtes sur le plateau de France Info, Canal 27, où toute la journée nous recevons ceux qui font et feront le monde qui vient. Nous parlerons d'intelligence artificielle, des écritures immersives, de la confiance dans les médias, nous parlerons de l'environnement et des groupes médias. Mais pour l'heure, je reçois trois de mes plus éminents confrères pour parler des technologies et des usages de demain. Bernard Fontaine, qu'on ne présente plus, qui est le directeur de l'innovation technologique de France Télévisions. Bonjour Bernard. Simon Latapi, qui représente VLC, un lecteur que tout le monde connaît. Bonjour Simon. Et Guillaume Gralet, qui est spécialiste des technos pour notre confrère Du Point et de France 24. À tous les trois, je vais commencer très rapidement par un petit tour de table de ce qui va, selon vous, marquer nos 5 prochaines années. Qu'est-ce qui va bouleverser les 5 prochaines années en matière de nouvelles technologies d'usage? Que sais-je, ce que vous voulez, qu'est-ce qui va changer dans les 5 prochaines années? Je dirais directement que tout ce que l'on sait aujourd'hui, on peut oublier, parce que tout ce que l'on sait aujourd'hui va changer. Va changer pourquoi? Parce que le matériel technique que l'on utilise pour regarder de la télévision, pour regarder en situation de mobilité, tous ces matériels vont très 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 vite. Donc deux choses principales que je dirais, c'est le matériel va changer et beaucoup plus vite qu'on le croit, et les moyens de télécommunication, donc les moyens numériques pour acheminer le signal numérique, vos programmes de télévision par exemple, aussi vont beaucoup évoluer. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. J'entends un peu 5G là, effectivement, on en reparlera. Simon, qu'est-ce qui change dans les 5 prochaines années? Moi je pense que c'est le contenu qui va changer probablement, et le contenu qui va être lié à toute la partie sociale et tout ce qui est réseaux sociaux. Donc c'est typiquement Twitch, c'est l'avènement des grandes plateformes dans lesquelles il y a énormément de streamers. C'est un peu comme le retour aux radios libres dans les années 80, c'est chacun qui va reprendre du contenu et qui va essayer de recréer du nouveau avec. Il n'y a pas eu que du bon dans les radios libres. Il y a eu du bon, mais il n'y a pas eu que du bon. Va peut-être falloir faire un petit peu attention. Il y a toujours pas de... C'est intéressant. Bon, donc on a de nouvelles technologies qui évoluent énormément. On a des contenus qui évoluent énormément. Espérons qu'ils évoluent les uns et les autres en adéquation. Guillaume, qu'est-ce qui change dans les 5 prochaines années? Alors on va effectivement voir une multiplication toujours des smartphones et des grands écrans, toujours davantage de définition, mais je vois la réalité augmentée, vraiment devenir grand public. Et puis, je suis sûr que vous avez vu ça, Facebook qui a racheté il y a très peu de temps Control Labs, c'est un studio new-yorkais qui a mis au point un bracelet qui veut interpréter les signaux électriques de notre cerveau, bref, qui veut savoir ce qu'on pense. Cette communication de cerveau à cerveau, il ne faut pas la sous-estimer, c'est le rêve absolu de Mark Zuckerberg. Ouais, c'est encore un rêve. On ne parle pas des mêmes technologies quand Bernard en parle ou quand tu en parles. Bernard, on a entendu 5G tout à l'heure, on a entendu 8K. C'est bien ça? C'est des choses qui vont arriver rapidement? Vous savez, les formats de télévision ne cessent de changer. Paradoxalement, ils ne changent pas parce que nous, les chaînes de télévision, on le demande. Ils changent parce que les constructeurs de matériel technique, un téléviseur, l'ont décidé. Alors, ces décisions-là ne se prennent pas autour d'une table comme aujourd'hui. Il n'y a pas une grande conférence entre chaînes de télévision, éditeurs de contenu, GAFA et fabricants de téléviseurs pour dire c'est quoi le téléviseur que nous aurons dans 3 ou 4 ans. Non. Les constructeurs décident, pour des raisons de stratégie individuelle, de modifier en fait les équipements que vous utilisez. Évidemment, le doux rêve business de ces constructeurs, c'est de faire en sorte que vous puissiez renouveler le plus régulièrement possible vos équipements, un peu comme l'a été depuis une quinzaine d'années à peu près la stratégie sur les téléphones mobiles, où les équipements deviennent assez vite obsolètes parce qu'ils ne sont pas assez fins, ils sont trop lourds, ils ne sont pas beaux, en fait, et on décide d'en changer. Les téléviseurs évoluent aussi très très vite, les équipements grand public évoluent très très vite, et les chaînes de télévision, les producteurs de contenu, les éditeurs de contenu que nous sommes, nous devons nous adapter à ces évolutions, et c'est là où le challenge pour nous tous est engagé, pas pour nous France Télévisions, mais pour l'ensemble de mes confrères et du monde entier, c'est de voir à quelle vitesse on saura adapter nos contenus pour être en adéquation avec la qualité de ces écrans. Alors sur quoi, vous, actuellement, à France Télévisions, vous êtes en train de travailler dans 10 ans? Alors nous, actuellement, nos derniers travaux consistent à faire de la télévision dans des formats de très très haute qualité, on appelle ça la 8K. La 8K, ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce format de télévision. Récemment, durant le dernier Roland-Garros, on a fait plus de 100 heures de télévision en direct, en 8K. On avait installé des caméras et on a profité de l'inauguration de ce nouveau stade de Roland-Garros pour dire, voilà, dans ce stade-là est promis naturellement à des usages extraordinaires pour valoriser le tennis dans la décennie qui vient. Eh bien, dans la décennie qui vient, il n'y aura pas qu'un beau stade, il y aura également de la télévision très 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 nouvelle avec ce format-là
voilà, donc aux horizons des années 2028-2030, ce que je dis là vous paraîtra vraiment has-been et obsolète parce que la télévision 8K, la télévision 8K sera quelque chose de parfaitement naturel et connu, comme aujourd'hui l'Ultra HD 4K qui est maintenant bien connu. Simon, on parle de télé 8K, on parle de qualité d'image, etc. À un moment, il va falloir que tout le monde puisse avoir accès à ces images. C'est votre boulot, VLC, d'avoir une forme d'universalisation de lecteurs, parce qu'aujourd'hui, tous les lecteurs ne lisent pas tous les formats, etc. C'est un challenge pour vous, ça? Exactement. Alors, c'est même une philosophie qu'on a depuis un certain nombre d'années, hein, puisque le Con qui lit tout, ça fait à peu près 15 ans que les gens connaissent. Et au départ, c'est vraiment ça qui nous anime. C'est-à-dire que tout le monde puisse lire n'importe quel format, n'importe quelle vidéo. C'est vraiment... Alors, le gros mot, c'est l'interopérabilité. C'est pas un gros mot, on comprend. C'est vraiment la capacité à lire n'importe quel format sur n'importe quelle plateforme. Et du coup, nous, que ce soit sur la partie communautaire, parce qu'il y a une grosse communauté autour de l'application VLC, mais aussi sur la partie professionnelle, c'est d'arriver à atteindre ça sur tous les utilisateurs. La télé, je vais venir à toi dans un instant, Guillaume. La télé dont parle Bernard, là, les contenus dont il parle, etc., comment on va les consommer? Vous avez votre vision des choses, c'est-à-dire qu'une chaîne comme France Info, Canal 27 ou France 2, etc., va se dématérialiser, se personnaliser. Comment vous voyez demain notre manière de consommer la télévision? Alors, moi, je suis déjà un jeune vieux. Parce que, voilà, ça se voit pas. À 38 ans, je suis plus sur le 12-25, je suis au-delà de 30 ans. Et pourtant, je vois des cycles qui sont assez drôles à apparaître. Donc typiquement, moi j'ai une consommation déjà très bizarre, j'aime bien France Inter, mais il se trouve que mes émissions favorites, elles ne sont pas du tout au moment où j'ai véritablement le temps. Du coup, comme je suis un homme de la vidéo, j'ai plutôt tendance à utiliser VLC pour regarder mes émissions favorites de YouTube via VLC, mais de France Inter. Donc c'est un mélange de genres complet, mais c'est pas grave, le contenu est là, les gens sont là, finalement le média est là. Par contre, effectivement, en termes de diffusion, ça n'a absolument rien à voir avec une radio complètement linéaire, etc. Mais donc vous créez finalement votre France Inter, vous créez votre France Info, Canal 27, vous créez votre France 2 à l'image dont vous souhaitez que ces contenus soient agencés. Exactement. Et en plus, c'est uniquement lié à mon propre profil d'activité. C'est une activité professionnelle. Bon, je suis dirigeant d'entreprise, je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Il se trouve, dans les transports en commun, j'écoute Nagui. Alors, quelle solution vous allez nous proposer pour nous, grand public? Nous, techniquement, côté VLC, on essaye d'avoir un lecteur, qui consomme le moins, donc qui puisse être sur tous les smartphones, mais aussi sur, bien sûr, l'ordinateur de grand public, de tout le monde. On travaille aussi sur toute la partie web en ce moment. Donc on essaye d'intégrer VLC dans le navigateur pour justement amener cette universalité, pour ne pas être lié typiquement à une plateforme. Dire, écoutez, je veux lire une vidéo qui vient de YouTube, de Twitch, de France TV Replay, et j'aimerais bien pouvoir le lire sur un lecteur qui est universel. Guillaume, je vous voyais opiner. Visiblement, vous êtes assez d'accord avec ça. Est-ce que demain, la consommation des médias est numérique? Non, je pense que l'accessibilité est effectivement clé. Donc, vous mettez au point des solutions interopérables. C'est quelque chose d'extrêmement important pour les utilisateurs. Ici, on voit des expérimentations très intéressantes en réalité augmentée. Elles sont de moins en moins chères, donc ça devient aussi plus accessible. Il faudra aussi s'intéresser au réseau, c'est-à-dire qu'on peut avoir un Wi-Fi reboosté, mais peut-être aussi rendre la 5G accessible à tous. Ce n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui en France. Et là, on va reparler un peu de science-fiction. Il se trouve qu'en Europe, à Oulu, en Finlande, on travaille déjà sur la 6G. Et Huawei, donc l'entreprise qui n'est pas vraiment la bienvenue aux États-Unis, travaille également sur la 6G. C'est quand même l'entreprise qui dépose le plus de brevets au monde. Donc, il va falloir suivre tout ça de très près, je pense. Bernard, on travaille, nous, sur la 5G à France Télévisions. Alors, la 6G, pas encore, personne. Mais la 6G, pas encore, bien entendu. Huawei et beaucoup d'autres sociétés réfléchissent à l'évolution, parce que la 5G est une évolution très importante du standard. C'est un standard, c'est la faculté technique à fabriquer des fonctions techniques qui sont comprises par tous les équipements qui vont l'adapter. Donc c'est extrêmement important pour l'interopérabilité des équipements entre eux. Donc cette 5G, elle a été mise au point, en gros,
depuis les années 2010, on arrive en 2020, elle se déploie maintenant dans différents pays, c'est réellement déployé dans il y a 36 opérateurs, récemment Ericsson nous a dit qu'il avait déployé la 5G, on est un petit peu en retard en Europe, il faut le savoir quand même, hein. On est un peu en retard sur ce sujet-là. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de faire bien les choses. Pour différentes raisons, l'Europe est un continent avec beaucoup de pays, beaucoup de réglementations, c'est compliqué. Donc la 5G va démarrer. En Corée, par exemple, je prends l'exemple de la Corée qui nous a été cité récemment à la conférence de presse d'Ericsson, il y a plus de 3 millions de Coréens qui, tous les jours, utilisent la 5G comme nous utilisons aujourd'hui la 4G. Donc ça mettra du temps. Guillaume. Ouais, non, j'insiste un tout petit peu sur l'Europe. C'est un tout petit peu dommage parce qu'on était tellement en avance sur le GSM et sur la 3G, par exemple. Mais bon, il n'y a pas de fatalité en technologie. On va peut-être rattraper notre retard. En tout cas, nous en France, ce haut débit, qu'il soit fixe, c'est-à-dire qu'il soit utilisable par exemple la fibre optique. Il y a un plan extrêmement ambitieux de raccordement de la totalité en gros des foyers français par la fibre optique. Oui, parce que disons-le, la fibre optique n'est pas entièrement déployée encore en France. Non, elle ne l'est pas, 5G, elle est en bonne voie. On est en train de finir la fibre optique. Mais... Elle est en bonne voie. L'objectif des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte d'accélérer naturellement ce processus pour viser 2022. Je pense que cette étape-là ne sera pas atteinte. Mais ce n'est pas très grave. Si c'est 2-3 ans après, en tout cas, une grande majorité des foyers seront raccordés par la fibre optique, donc au débit à la maison. La 5G, bien sûr, elle viendra pour renforcer l'incapacité de certains opérateurs à pouvoir servir des villages un petit peu compliqués. Donc la 5G, comme elle se déploie d'ailleurs aux États-Unis, s'appelle le FWA. C'est une technique de fibre optique sans fil, quelque part. Donc c'est assez facile à installer. Elle complétera ce dispositif. Donc nous, en France, on aura l'avantage d'avoir un réseau numérique qui sera extrêmement performant, qui combinera ces deux technologies, la fibre optique et la 5G, qui visent quand même majoritairement des usages dédiés à la mobilité. Ok, on va avoir une liaison très rapide, on va avoir des contenus qui vont être adaptés, qu'on va consommer comme on voudra. Juste une question sur le matériel. Est-ce que ça sert encore d'avoir des technologies différentes sur la télé, les tablettes, les smartphones? Est-ce que demain, est-ce qu'on se dirige vers ça? On n'a pas un appareil qui finalement, quel que soit son format, peut être appelé smartphone, tablette ou télé, mais qui a les mêmes fonctionnalités avec des usages peut-être différents. Alors on voit qu'il y a un essai avec les tablettes pliables, hein, on l'a vu chez Huawei, encore chez Samsung, qui sont très en avant. On voit que c'est difficile quand même, hein, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Donc on n'a pas encore... alors vous allez dire que je parle beaucoup de science-fiction, mais je parie beaucoup. Mais vous êtes là pour ça. Voilà. On adore quand vous parlez de science-fiction, continuez. Je parie quand même beaucoup. Alors ça n'avait pas marché avec les Google Glass, mais sur les lunettes de réalité augmentée, parce que là on a quand même un équipement portable, mobile, qu'on pourra commander par la voix, qui pourra être extrêmement pratique pour se déplacer par exemple ou pour communiquer avec tout le monde. D'ailleurs, Google réinvestit dedans massivement, surtout aux usages professionnels, hein, puisque derrière, il y a sur toute la partie assistance à l'industrie, tout ça, c'est des choses qui commencent déjà à être dans le quotidien des gens, hein. Airbus notamment utilise beaucoup ça sur toute la partie construction aéronautique. Ce qui est la cible des HoloLens de Microsoft. Ce qui au départ est complètement la cible HoloLens, tout à fait. Et là, Google réinvestit dessus en disant c'était peut-être un peu trop novateur à l'époque, le marché n'était pas prêt. Là, Google est à fond dedans et je pense qu'il y aura pas mal d'acteurs aussi là-dessus. Bien sûr. Sans doute Apple aussi, avec des utilisations médicales, peut-être pour les chirurgiens. On verra ça. Nous, on y réfléchit à ce matériel, c'est-à-dire avoir les mêmes contenus sur les smartphones, sur les tablettes, sur les télés. Et je vais même vous poser une deuxième question, en une. Comment on va commander tous ces appareils? Vous, Bernard Fontaine, est-ce que vous avez déjà réfléchi à savoir ce que vous allez proposer au public de France Télévisions? La voix, le tactile, comme on le voit sur France Info Canal 27? Alors, un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adaptera à ce que les constructeurs de ces équipements ont décidé. Une nouvelle fois, ce n'est pas nous qui spécifions ces équipements. J'achète un téléviseur samedi après-midi dans une grande surface. Je dispose des fonctionnalités du téléviseur pour voir l'image, bien sûr, mais aussi pour le commander. Donc aujourd'hui, et depuis d'ailleurs quelques années, les constructeurs ont mis au point des processus assez sophistiqués de commande. La voix est depuis quelques années maintenant naturelle sur une télécommande. Vous parlez en fait avec votre télécommande. Sachez cependant que c'est assez peu utilisé.
Le public a l'habitude de zapper, de chaînes, etc. Donc ce qui est vu aussi par les industriels, c'est faciliter l'utilisation. On a tous dans notre entourage quelqu'un, nos enfants, nos conjoints, etc., qui ont quelques difficultés parfois à savoir à quoi sert l'entrée HDMI 1, ce vilain nom. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est ce qui permet de voir un service vidéo qui rentre par l'entrée vidéo du téléviseur. Donc les constructeurs s'efforcent à trouver des solutions qui soient extrêmement simples pour piloter le téléviseur dans n'importe quelle circonstance, le téléviseur ou d'autres équipements. Mais sachez quand même que les évolutions qui sont les évolutions de ces mêmes constructeurs sont des évolutions qui sont dues à une industrie dont on parle assez peu d'ailleurs. On parle beaucoup de l'industrie informatique, on parle du cloud, on parle beaucoup de ces plateformes-là naturellement. On parle assez peu de l'électronique qui est quand même la pierre angulaire de toutes ces technologies. Si aujourd'hui on sait faire des écrans OLED, c'est ni plus ni moins que par les progrès scientifiques qui ont permis de mettre au point des éléments qui permettent d'afficher l'image sur votre téléviseur. Si on permet de graver des processeurs avec des performances extraordinaires et donc de monter en puissance dans ces équipements-là, dans les équipements grand public, c'est bien parce que l'électronique fait des évolutions et des progrès considérables. Donc s'ajoutent à ça des couches logicielles que l'on adapte à ces composants-là, et ça va très très vite. Je vais vous donner un seul exemple. Tout à l'heure, je voudrais quand même faire réagir. Juste si vous permettez, oui. Bernard, sur les interactivités, la voix, le tactile, est-ce que ça vous paraît des choses qui vont réellement envahir nos vies ? Ou est-ce du gadget ? Le tactile, bien sûr, il fait partie de nos vies. Chacun a un smartphone, oui. C'est complètement intuitif. La voix, c'est vraiment une histoire d'usage et de contexte dans lequel on est. La voix dans une voiture par exemple, des commandes à la voix, c'est tout à fait naturel. Par contre, pour tout le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, nous on a exactement, VLC est sur Android TV et sur la plupart des box des opérateurs. En fait, techniquement, on a souvent ces commandes à la voix qui sont très 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 peu utilisées. Parce que c'est pas naturel pour les gens. C'est pas forcément très intuitif en fait techniquement. Et en fait c'est là où l'accessibilité, souvent, elle est synonyme d'intuitivité plus que de nouvelles technologies. Alors peut-être la partie cérébrale, Guillaume, ça veut dire qu'on contrôle, ce sera le mot de la fin, on contrôle avec notre cerveau demain les objets connectés, nos supports médias. Ouais, alors c'est vraiment encore une fois la science-fiction, mais il faut quand même suivre les travaux de la Royal Society en Angleterre et même des législateurs chiliens qui le mois prochain vont s'intéresser aux données neurologiques, c'est-à-dire de la manière qu'on a protégé notre vie privée en Europe, on s'intéresse en fait à la protection de ce qui va se passer dans notre cerveau. Je rebondis juste sur la commande par le cerveau. Je pense que Facebook a un excellent service marketing, certainement supérieur à l'Institut du cerveau qui est à Paris, qui depuis plus de 10 ans maîtrise parfaitement ces solutions-là. Nous-mêmes d'ailleurs à France Télévisions, on les a testés en 2014, où on a adapté en fait ces travaux de recherche à une émission très célèbre de France 2 qui s'appelle Des chiffres et des lettres, où simplement en regardant votre téléviseur, vous êtes capable d'écrire voyelle. Une voyelle arrive, une console ou un chiffre, vous êtes capable de le faire. Donc on a mis au point ces maquettes-là en 2014 avec l'Institut du cerveau à Paris et la Moelle épinière, où les chercheurs ont mis en équation les ondes alpha qui sortent de votre. Vous avez raison, l'Institut du cerveau encourage beaucoup les startups. Complètement, pour pouvoir adapter des fonctionnalités, peut-être de commandes nouvelles sur les équipes. Demain, les médias directement dans notre cerveau, c'est les préconisations de Guillaume Gralet, de Bernard Fontaine et puis de Simon Latapie de VLC. Merci beaucoup. Vous avez d'autres discussions sur metamedia.fr, l'intelligence artificielle, l'environnement dans les médias, les écritures immersives, et puis tous des détails sur tout ce dont on vient de parler, les projets innovants de France Télévisions sur France TV Lab. À bientôt.